Mesdames et messieurs les professionnels de la santé, chers utilisateurs de la plateforme REMA, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Confucius nous enseigne, je cite, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Ainsi, nous avons choisi le plus noble des métiers, celui de sauver des vies. Faisons-le donc avec amour et abnégation. Dans l'espérance que ces mots vous retrouvent en parfaite santé, je vous souhaite la bienvenue à notre échange de partage de connaissances et d'expériences. Je suis Pascaline Fassinou, médecin diplômé d'État béninois, chargée des relations scientifiques au sein de la communauté REMA. Et c'est pour moi un privilège de prendre la parole en cette matinée pour conduire l'animation de notre atelier médical sur l'hygiène hospitalière. L'hygiène hospitalière est une discipline qui a pour objectif de prévenir et de lutter contre la propagation de microbes qui pourraient faire développer aux patients des infections contagieuses ou l'apparition de bactéries très résistantes aux antibiotiques. Une infection nosocomiale étant une infection contractée au sein d'un établissement de santé. En Afrique, on constate que la prévalence des infections nosocomiales varie en fonction de la zone d'étude. Au Mali, par exemple, une étude réalisée au service de chirurgie B de l'hôpital du Point G a retrouvé une prévalence de 6,7%. Au Sénégal, elle était de 10,9% dans une enquête réalisée au CHU de Fan. Parmi les infections les plus fréquentes, nous retrouvons les infections urinaires, les pneumopathies, les infections du site opératoire, les infections de la peau et des tissus mous, ainsi que les infections respiratoires hautes. L'hygiène hospitalière est un véritable indicateur de qualité de soins d'un établissement de santé. Quelles sont les règles de l'hygiène hospitalière? Comment organiser la réhabilitation ou le maintien de l'hygiène en milieu hospitalier? Voilà autant d'interrogations qui focaliseront nos discussions de ce jour. Je reçois pour vous un invité de prestige ce matin. C'est un homme dont la simplicité et l'humilité font de lui un être exceptionnel. Il est expert en biochimie et microbiologie clinique, en hygiène hospitalière et sécurité des patients, en contrôle et assurance qualité des médicaments. Il est enseignant-chercheur et maître de conférences au CAMES. Notre échange se déroulera selon le chronogramme habituel. Tout de suite et maintenant, je vous prie de recevoir notre invité pour l'animation de la formation. Bonjour, professeur Nicolas Aïkou. J'espère que vous arrivez à m'entendre. Oui, bien sûr, madame. Je vous reçois. Merci beaucoup. C'est une grande joie et un honneur pour nous de vous recevoir ce jour. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi la communauté REMA et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous pour le contenu de votre communication de ce matin. Je vous remercie. Oui, merci, madame. C'est un plaisir, un honneur pour moi d'être avec vous ce matin dans le cadre de cette formation. D'accord? Et bienvenue à tous les participants à l'atelier médical REMA sur le thème hygiène hospitalière et protection contre les infections associées aux soins, qui vous sera présenté par Dr Nicolas Aïkou. Je suis maître de conférence des universités du CAMES, enseignant-chercheur spécialité biochimie et microbiologie, clinique, hygiène hospitalière et sécurité des patients, contrôle et assurance qualité des médicaments. Alors, notre présentation va se faire selon le plan ci-après. En première partie, nous allons avoir l'hygiène hospitalière, historique, définition, importance de l'hygiène hospitalière, les principales sources de contamination, les structures actuelles qui existent dans nos différents centres de santé, les axes de l'hygiène hospitalière. En deuxième partie, nous allons avoir la protection contre des infections associées aux soins, les mesures d'hygiène vis-à-vis des maladies à transmission respiratoire, les mesures d'hygiène vis-à-vis des maladies à transmission féco-orale, mesures d'hygiène vis-à-vis des maladies à transmission hématogène, mesures d'hygiène vis-à-vis des maladies cutanées à transmission directe, mesures d'hygiène vis-à-vis des maladies à transmission sexuelle, les précautions standards
enfin une conclusion et les références bibliographiques. Alors, en première partie, l'hygiène hospitalière, nous allons commencer par l'historique. Hippocrate, première base scientifique, premier élément de l'hygiène individuelle et des populations. Civilisation romaine, hygiène du milieu, naissance d'une nouvelle science, l'urbanisme. Civilisation musulmane, importante contribution. Vas-y, étude de l'hygiène et de l'épidémiologie, et il incite sur l'hygiène alimentaire, soupçonne sans les connaître les microbes. Son traité influença sur toute la médecine européenne. Au Moyen-Âge, l'hygiène est rejetée. Alors, à la fin du XIe siècle, Necker suggère de ne traiter qu'un malade par lit, c'est-à-dire autrefois, on pouvait traiter plusieurs malades dans un lit. Vous imaginez ce que ça pourrait être. En 1746, Giordano Frascator parle des porteurs de la maladie et explique la contagion indirecte et à distance. En 1845, Semmelweis préconise déjà de pratiquer des soins avec asepsie au cours de l'accouchement. Alors, en 1850, Semmelweis propose déjà le lavage des mains. En 1870, Pasteur, je cite, « Ce qui cause la maladie est le médecin et son personnel qui transporte le microbe d'une femme malade à une femme saine. » En 1882, Guessard découvre le Pseudomonas aeruginosa. Holmes à Boston aux États-Unis et Semmelweis à Vienne en Autriche découvrent les mécanismes d'éclosion de la légendaire malédiction des fièvres puerpérales, d'où les mesures efficaces de prévention pour les femmes en couche. Alors, en 1889, Édile Roux, première autoclave chirurgicale, et Bichat, et avec Bichat, la naissance de l'asepsie. En 1928, Fleming découvre la pénicilline. C'est l'ère des antibiotiques. De 1930 à 1960, grande épidémie et infection hospitalière, résistance de germes, manque d'application des règles de base en hygiène. En 1945, grande infection jugulée grâce aux antibiotiques. De 60 à 70, la chirurgie se développe. Les techniques invasives se multiplient et les germes deviennent de plus en plus résistants. Un thème fait alors son entrée à l'hôpital, les infections nosocomiales. Alors, en 1966, premier colloque européen traitant de l'hospitalisme infectieux. En 1972, le Conseil européen décide de la surveillance des infections et la transmission des micro-organismes. En 1982, par arrêté, une commission a été créée pour l'hygiène hospitalière. C'était bien en France. En 1988, en France également, le comité de lutte contre les infections nosocomiales a pris place parmi les priorités de la santé publique. En 1998, en Algérie, et par arrêté, il y a eu la création du Comité national d'hygiène hospitalière. Dans la même année, par arrêté également, il y a eu la création du CNIN dans tous les hôpitaux. C'est le Comité de lutte contre les infections nosocomiales. Hygiène hospitalière, alors, c'est un ensemble de mesures de protection à mettre en œuvre pour gérer le risque nosocomial afin d'éviter que ce risque ne se concrétise et qu'il devienne une réalité qu'est l'infection nosocomiale. Infection nosocomiale, c'est une maladie provoquée par des micro-organismes contractés dans un établissement de santé par tout patient après son admission, que les soins soient administrés en hospitalisation ou en ambulatoire. Que les symptômes apparaissent avant ou après la sortie de l'hôpital, que l'infection soit diagnostiquée dans un plan clinique ou avec sans isolement de micro-organismes ou diagnostic sérologique. Alors, qu'est-ce qu'une infection nosocomiale? Une infection nosocomiale fait partie des infections associées aux soins contractées au cours ou au décours d'une hospitalisation. Elle est donc absente au moment de l'admission du patient dans l'établissement et se déclare au minimum 48 heures après l'admission ou au-delà si la période d'incubation est connue et plus longue. L'objectif de l'hygiène hospitalière, c'est la lutte contre les infections associées aux soins, les prévenir et les guérir.
Le concept élargi des infections associées aux soins s'intéresse désormais aux épisodes infectieux, indépendamment du lieu de soins, établissement de santé, soins ambulatoires, domicile, cabinet de miracle, etc. On réserve le terme infection nosocomiale aux infections associées aux soins contractés dans un établissement de santé. Elles peuvent toucher les patients, la famille, les visiteurs, mais aussi le personnel soignant et les autres professionnels de santé de l'établissement. Alors, la définition des infections associées aux soins est la plus communément admise. Une infection est dite associée aux soins si elle survient au cours ou au décours d'une prise en charge diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative d'un patient et si elle n'est ni présente ni en incubation au début de la prise en charge. Lorsque l'état infectieux au début de la prise en charge n'est pas connu précisément, un délai d'au moins 48 heures ou un délai supérieur à la période d'incubation est couramment accepté pour définir une infection associée aux soins. Toutefois, il est recommandé d'apprécier dans chaque cas la plausibilité de l'association entre la prise en charge et l'infection. Pour les infections du site opératoire, on considère habituellement comme associées aux soins les infections survenant dans les 30 jours suivant l'intervention ou s'il y a une mise en place d'un implant, d'une prothèse ou d'un matériel ou s'il y a la mise en place d'un implant, d'une prothèse ou d'un matériel prothétique dans l'année qui suit l'intervention. Toutefois, quel que soit le délai de survenue, il est recommandé d'apprécier dans chaque cas la plausibilité de l'association entre l'intervention et l'infection, notamment en prenant en compte le type de germe en cause. Alors, il y a certaines infections qui ne rentrent pas en ligne de compte pour les infections nosocomiales. Il s'agit des infections asymptomatiques, urinaires, de cathéter, cutanées, d'escar ou d'ulcères non inflammatoires bronchiques, les infections présentes ou en incubation lors du contact avec le système de santé. Les infections materno-fœtales, sauf dans certains cas, infections à germe hospitalier ou consécutives à une colonisation maternelle non traitée, ou les entérocolites ulcéro-nécrosantes du niveau neutre et de forme épidémique. Quels sont les types d'infections associées aux soins? Alors, types les plus fréquents d'infections liées aux soins et les facteurs de risque associés entraînent l'apparition de ces infections. Infection des voies respiratoires inférieures, ventilation mécanique, aspiration, sonde nasogastrique, oppression du système nerveux central, antibiotiques et antiacides, prolongation de l'hospitalisation, malnutrition, âge avancé, chirurgie, immunodéficience dans 26% des cas. Infection du site opératoire, prophylaxie antibiotique inadéquate, préparation chirurgicale de la peau inadéquate, durée de l'intervention chirurgicale, type de plaie, asepsie chirurgicale, suboptimale, diabète, malnutrition, immunodéficience, manque d'entraînement et de supervision. Dans ces cas, on a 19%. Infection des voies sanguines, cathéter vasculaire, soins critiques, maladies sous-jacentes, graves, neutropénie, immunodéficience, nouvelles techniques invasives, manque d'entraînement et supervision. Dans ces cas, on a 14%. Autres infections, on a les conjonctivites, les gastroentérites, infections de la peau, par exemple les cellulites. Dans ces cas, on a 24%. Infection des voies urinaires, cathéter urinaire, procédures urologiques invasives, âge avancé, maladies sous-jacentes graves, urolithiase, grossesse, diabète. Dans ces cas, nous avons 17%. Alors, important de l'hygiène hospitalière. Pourquoi l'hygiène à l'hôpital est une nécessité? L'hôpital est une collectivité où, plus qu'ailleurs, l'homme est soumis à des risques et nuisances. C'est un lieu géographiquement restreint avec concentration de germes et de sujets particulièrement réceptifs puisqu'il s'agit de malades venus récupérer un état de santé satisfaisant et qui sont sensibles et vulnérables. Dans cette sensibilité et vulnérabilité, exige que l'hygiène soit une préoccupation prioritaire de l'institution hospitalière.
Le risque le plus préoccupant et le mieux connu est le risque infectieux. Depuis l'avènement de l'asepsie, l'antiseptie et l'antibiothérapie, ce risque aurait dû disparaître ou sensiblement régresser, mais malheureusement, il est devenu d'actualité. Ceci est lié à deux facteurs principaux. Le changement de la flore microbienne intra-hospitalière avec l'apparition de germes résistants, l'augmentation de la sensibilité des malades à l'infection. Alors, on a les malades infectés, les porteurs sains, l'environnement. Les porteurs sains, il s'agit spécifiquement de malades hospitalisés qui peuvent rentrer avec un germe et puis peuvent infecter d'autres malades ou même le personnel hospitalier, les consultants, mais également les visiteurs. Les risques de contamination directe, voire monoportée, les risques de contamination indirecte, locaux, mauvaise disposition architecturale, revêtements non lavables, surfaces fréquemment manipulées. Matériel médico-chirurgical, linge du malade, literie mal lavée et mal désinfectée. Dans chaque établissement hospitalier, il existe des comités de lutte contre les infections nosocomiales. Arrêté du 7 novembre 1998, commission d'hygiène hospitalière, arrêté le 9 décembre 1982. Alors, les actes de l'hygiène hospitalière, il y a l'entretien des locaux et bâtiments, eau, la potabilité de l'eau utilisée, mais également les eaux usées doivent être traitées. Et là, pour que l'environnement ne soit pas pollué et que des germes issus de cet environnement n'infectent pas les patients. Donc, on doit veiller également non seulement à la potabilité de l'eau qu'on utilise, mais également le rejet des eaux doit suivre un circuit précis et réglementé. L'hygiène hospitalière, la désinfection, la lutte antivectorielle, la lutte contre les animaux. La dératisation, le circuit du linge, l'hygiène du transport, déchets hospitaliers, lutte contre les bruits et les nuisances. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire sur la première partie qui concerne l'hygiène hospitalière. Dans la seconde partie, nous allons aborder la protection contre les infections associées aux soins. Comprendre les infections nosocomiales. Un patient sur 20 est concerné. D'après une étude de l'Institut national de veille sanitaire datant de 2012, un patient hospitalisé sur 20 contracte une infection dans l'établissement où il est soigné, soit 5%. Alors, la prévalence varie selon le type d'établissement. Les centres de lutte contre le cancer sont par exemple très concernés. Le type de séjour effectué, 0,8% en obstétrique et 23,2% en réanimation, où les gestes invasifs sont nombreux, intubation, sonde urinaire, etc. Et les patients souvent vulnérables. La durée intervient également dans les infections nosocomiales chez les patients hospitalisés entre 30 et 89 jours, que ceux dont l'hospitalisation dure de 2 à 7 jours. Le profil du patient. Les plus de 65 ans et les très jeunes, les patients atteints d'une maladie sévère immunodéprimée, opérés ou exposés à un dispositif invasif, tel que les sondes urinaires, cathéters vasculaires ou intubation trachéotomie, sont plus touchés que d'autres. Alors, les infections liées à des interventions invasives, telles que les sondages urinaires ou trachéales, cathéter veineux, intervention chirurgicale, endoscopie. Les infections de la peau, des tissus mous, des voies respiratoires supérieures ou autres infections interviennent dans 29% dans les infections nosocomiales. La bactériémie, la septicémie dans 10%, les infections du site opératoire dans 14%, les pneumonies dans 17% et les infections urinaires qui se taillent la part de Lyon, 30%. Alors, 3 bactéries sont essentiellement indexées dans des infections nosocomiales. Nous avons Escherichia coli, qui, en temps normal, s'approfite au commensal et est dans nos intestins, mais qui vit naturellement dans les intestins de chacun,
mais intervient dans 26% dans les cas d'infection nosocomiale ou infection associée aux soins. Les Staphylococcus aureus, 16% présents dans la muqueuse du nez, de la gorge et sur le périnée d'environ 15 à 30% des individus. Il y a le Pseudomonas aeruginosa, 8,4%, qui se développe dans les sols en milieu humide, robinet, tuyauterie, etc. Dans les autres cas, les germes isolés sont d'autres bactéries comme les streptocoques, les entérobactéries, autres que Escherichia coli, Clostridium difficile ou encore Acinetobacter baumannii. Les champignons, les levures, les virus et les parasites sont très rarement incriminés, représentant respectivement 3,7%, 0,4% et 0,2% des micro-organismes identifiés. Alors, en matière de prévention, ceux qui sont le plus concernés, c'est le personnel soignant, patients et visiteurs, doivent respecter les mesures d'hygiène et d'asepsie dictées par l'établissement. La transmission des germes à l'hôpital se fait principalement par les mains du personnel soignant. Elle doit donc être lavée avant et après chaque soin. Un patient hospitalisé est plus sensible et présente un risque élevé de développer des infections provoquées tant par les bactéries pathogènes que les bactéries commensales. En effet, ces deux types de bactéries infectent plus facilement un patient lorsque celui-ci est affaibli par une maladie, une transplantation d'organes, après une opération ou lorsqu'il a un cathéter ou une sonde urinaire. En effet, ces deux types de bactéries infectent plus facilement un patient lorsque celui-ci est affaibli par une maladie, une transplantation d'organes ou après une opération lorsqu'il a un cathéter ou une sonde urinaire. Quelles sont les conséquences des infections associées aux soins? Une infection associée aux soins nécessite une mise au point supplémentaire du diagnostic et du traitement, ce qui peut prolonger la durée de l'hospitalisation. Dans les cas graves, l'infection peut entraîner une invalidité de longue durée, voire le décès du patient. Il s'agit souvent de patients vulnérables ou très malades pour lesquels l'infection supplémentaire est de trop. Tout cela entraîne une majoration des coûts de santé tant pour les patients que pour la société. Il ressort de l'enquête du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, KCE, que les infections associées aux soins en Belgique sont à l'origine de 720 à 757 journées d'hospitalisation supplémentaires et de 385 millions d'euros de dépenses supplémentaires en soins de santé et de 2625 décès supplémentaires sur une base annuelle. Alors, quelles sont les mesures et précautions à prendre lorsqu'il s'agit d'infections ou de sites respiratoires? Tousser et éternuer de manière hygiénique, se moucher régulièrement au moyen de mouchoirs en papier jetable. Assurer une bonne aération des locaux, lavage des mains fréquent, surtout après contact des sécrétions respiratoires. Veillez à garder les ongles coupés courts. Port de gants obligatoire lors de risques de contact avec des liquides potentiellement contaminants. En cas de contact des mains avec les liquides potentiellement contaminants en provenance de l'arbre bronchique, lavez soigneusement les mains au savon liquide pendant au moins 40 secondes. Après le lavage, séchez les mains par tamponnement au moyen de serviettes en papier à usage unique. Enfin, après le séchage, frictionnez les mains avec une solution hydroalcoolique pendant au moins 20 secondes. Toute surface en contact avec du sang ou des liquides potentiellement contaminants en provenance de l'arbre bronchique doit être nettoyée en profondeur au moyen de détergent classique puis désinfecté avec une solution d'eau de javel. La concentration d'eau de javel efficace recommandée est de 1 ppm, soit une solution fraîchement préparée à 0,1%. Ceci équivaut à 10 ml de javel concentré dans 10 litres d'eau. Utilisez du savon liquide pour se laver les mains et les serviettes jetables pour les sécher. Les mains souillées par les sels doivent subir un lavage comparable. En cas de contact des mains avec des liquides potentiellement contaminants, en prenant des tractus digestifs, lavez soigneusement les mains au savon liquide pendant au moins 40 secondes. Après le lavage, séchez les mains par tamponnement au moyen de serviettes en papier à usage unique. Enfin, après le séchage, frictionnez les mains avec une solution hydroalcoolique pendant au moins 20 secondes. Alors, pour les maladies à transmission
féco-orale, éviter l'échange de verres et de couverts, éviter l'échange de produits d'hygiène personnelle, éviter l'entretien régulièrement des sanitaires. L'entretien des sanitaires ne négligera pas les points suivants: les poignées, les portes, les robinets, les boutons poussoirs ou les poignées de la chasse d'eau, ainsi que le sol. Entretien régulier des cuisines, ainsi que du matériel qui est utilisé. Respect de la chaîne du froid, les températures et la vérification des dates de péremption. Respect des consignes usuelles de séparation des aliments lors de la préparation. Respecter les consignes usuelles en matière d'hygiène alimentaire dans les cuisines. Il est important d'augmenter la fréquence de nettoyage et de désinfection des locaux et des surfaces en prêtant particulièrement attention aux objets fréquemment en contact avec les mains, tels que poignées de porte, robinets, cuvettes, toilettes, téléphones, rampes d'escalier. Dans les collectivités, l'utilisation de gants et de blouses ou tabliers à usage unique est préférable et le matériel d'entretien doit être individualisé pour chaque environnement de patient. Tout le linge et toute la literie souillée doivent être nettoyés à l'eau chaude et au détergent. Les moquettes, fauteuils et matelas contaminés à l'eau chaude savonneuse suivi d'un nettoyage vapeur. L'aspirateur doit être évité car il favorise la diffusion des virus. Toute surface en contact avec les liquides en provenance du tractus digestif doit être nettoyée en profondeur au moyen de détergents classiques, puis désinfectée avec de l'alcool à 70% ou une solution d'eau de javel choisie ou une solution d'eau de javel. Dans ce cas, il faut choisir en fonction de la surface à traiter. Plus la surface est grande, il vaut mieux préférer l'eau de javel. Point particulier. Hépatite A. Le fait de réserver des couverts à l'usage exclusif de la personne infectée est une mesure moins efficace que le lavage soigneux des mains et la désinfection thermique de la vaisselle. Lavage répété des mains et désinfection des installations sanitaires à l'eau de javel. Il n'est pas nécessaire de faire tremper la vaisselle utilisée par le malade dans l'eau de javel. Il n'est pas nécessaire de désinfecter le matériel médical utilisé par le malade à l'eau de javel, sauf s'il a été souillé par sa matière fécale. Il n'est pas nécessaire de désinfecter régulièrement les surfaces avec lesquelles le malade sera entré en contact, à moins qu'elles aient été souillées par des matières fécales. Évitez de partager les mêmes sanitaires que le patient. Alors, s'agissant des virus entériques tels que les norovirus et rotavirus, ils sont très résistants dans l'environnement, particulièrement les norovirus. Les surfaces contaminées doivent être nettoyées soigneusement et régulièrement avec un détergent et de l'eau chaude. Ce nettoyage sera suivi d'une désinfection au moyen de matériel jetable, éponge ou autres lingettes. Notons que tous les désinfectants habituels ne sont pas efficaces contre les virus résistants dans l'environnement. Les produits chlorés comme l'eau de javel et les produits à base de peroxyde d'hydrogène sont des virucides très efficaces et seront préférés dans le cadre du maintien d'une bonne hygiène des locaux. Il est important d'augmenter la fréquence de nettoyage et de désinfection des locaux et des surfaces lors d'une épidémie. On prêtera particulièrement attention aux objets fréquemment en contact avec les mains, tels que les poignées de porte, robinets, cuvettes de toilettes, téléphones, rampes d'escalier, etc. Il convient de commencer l'entretien par les zones les moins susceptibles d'être contaminées par les virus entériques, les tables, les chaises, etc. et terminer par celles plus à risque d'être contaminées, les toilettes, les poignées, les sanitaires. Alors, mesures d'hygiène vis-à-vis des maladies à transmission hématogène. Lorsqu'une lésion cutanée est souillée par du sang tiers, on ne la fera pas saigner, mais on appliquera des mesures suivantes. Rincer la lésion à l'eau courante, désinfecter la lésion à l'aide de povidone iodée ou de chlorhexidine. Laisser les désinfectants agir 2 minutes. Couvrir la lésion au moyen d'un pansement stérile. Les projections sanguines entrées en contact avec les muqueuses nasales seront rincées vigoureusement à l'eau. Les projections oculaires seront rincées à l'eau claire ou au sérum physiologique. Si l'on souhaite un risque de transmission du virus de l'immunodéficience humaine ou de l'hépatite B, des mesures spécifiques seront envisagées et devront être appliquées idéalement dans les 4 heures et au plus tard en dehors des 72 heures qui suivent le contact. De manière générale, évitez les contacts cutanés et muqueux avec du sang.
Toujours recouvrir les blessures des mains du soignant avec un sparadrap hydrophobe. En cas de contact des mains avec du sang, lavez soigneusement les mains au savon liquide pendant au moins 40 secondes. Après le lavage, séchez les mains par tamponnement au moyen de serviettes en papier à usage unique. Enfin, après le séchage, frictionnez les mains avec une solution hydroalcoolique pendant au moins 20 secondes. Lavage des textiles, linge et literie souillés au moyen des détergents habituels. Élimination des pansements souillés dans des sacs fermés et entreposés à l'abri des éventrations. Les sacs seront évacués avec les déchets usuels. Toute surface en contact avec du sang doit être nettoyée en profondeur au moyen de détergents classiques, puis désinfectée avec une solution de chlore à 1000 ppm en fonction de la taille de la surface. Point particulier, les hépatites B et C. Le risque de transmission salivaire pour l'hépatite B existe, mais il est faible. Ce risque n'a pas pu être mis en évidence pour l'hépatite C. Ne pas partager ses objets de toilette, brosse à dents, rasoir, pince à épiler, coupon, matériel de détratage, dentaire, ciseaux, etc. Placer les oreilles souillées par du sang, tampons, fil, dentaire, aiguille, pansement, etc. dans un récipient protecteur. En cas de coupure ou de plaie cutanée, nettoyer et désinfecter avec de la povidone iodée ou de la déchlorhécidine, puis effectuer immédiatement un pansement recouvrant largement la plaie. Éviter les contacts cutanés et capillaires directs ou indirects. Éviter les échanges de vêtements, en particulier les bonnets et les écharpes. Espacer suffisamment les porte-manteaux afin d'éviter le contact entre les vêtements. Ranger les bonnets et les écharpes dans les manches des manteaux. Attacher les cheveux longs. Éviter l'échange de peignes. Éviter l'échange d'essuie. Hygiène cutanée. Hygiène des mains. Ongles coupés courts. Couvrir les plaies, lavage soigneux des vêtements et des textiles du malade à 60 degrés Celsius. Alors, en cas de mesures à prendre en cas d'infection sexuellement transmissible, il faut protéger chaque fois et il faut que les rapports soient protégés chaque fois et toutes les fois. La dilution de l'eau de javel à utiliser. La dilution dépend du nombre de degrés de chlore de la solution. Les solutions classiques du commerce ne sont pas concentrées. Elles s'échelonnent de 10 à 20 degrés de chlore. Voici les dilutions pour obtenir une solution à 1000 ppm. Alors, solution d'eau de javel à 10 degrés de concentration chlorée, 32 ml par litre. Lorsque c'est une solution à 12 degrés chloré, 26 ml par litre d'eau. À 15 degrés, 20 ml par litre d'eau. À 20 degrés, 16 ml par litre d'eau. Plus le degré chloré augmente, la quantité à prélever diminue pour 1 litre d'eau. Les précautions standards exigent des connaissances adaptées et actualisées et des moyens mis à disposition une bonne observance optimale. Ces précautions concernent l'hygiène des mains, le port des gants, le port de surblouses, lunettes, masques, la gestion du matériel, la gestion des surfaces souillées, le transport de prélèvements biologiques, de linge et de matériel souillé, le contact avec du sang ou des produits biologiques. Se désinfecter ou se laver les mains après le retrait des gants entre deux patients, entre deux activités. Se désinfecter les mains par friction avec une solution hydroalcoolique uniquement sur des mains non souillées, non mouillées et non poudrées. Se laver impérativement les mains dans deux situations. Si les mains sont visiblement sales ou souillées, après un contact avec du sang ou des produits biologiques. On peut utiliser une solution hydroalcoolique dans tous les autres cas. Le port de gants. Une paire de gants, un geste, un patient. Il doit être systématique. Porter systématiquement des gants chaque fois et toutes les fois quand il y a un risque de contact avec du sang et liquide biologique, des produits biologiques, urine, sel, etc. Des muqueuses, une peau lésée, du linge, du matériel souillé, des déchets biologiques, si vos mains présentent des lésions cutanées. Toujours dans les précautions standards, la gestion du matériel souillé, matériel piquant tranchant. Ne pas recapuchonner les aiguilles. Ne désadaptez pas les aiguilles avec la main.
mais plutôt éliminer immédiatement et personnellement après le geste tout objet piquant ou tranchant dans le collecteur d'aiguilles placé au plus près du soin. Matériel réutilisable. Manipuler avec précaution le matériel souillé, port de gants. D'accord? Immersion rapide dans un bain détergent, désinfectant, pré-désinfection. S'assurer que le matériel utilisé a suivi une procédure de traitement adaptée, désinfection, stérilisation. Gestion des surfaces souillées. Nettoyage puis désinfection des surfaces souillées par du sang ou des produits biologiques. Port de gants, essuyage immédiat avec un papier absorbant, nettoyage, désinfection selon protocole habituel. Le transport de prélèvements biologiques, de linge, de matériel souillé, utiliser un emballage adapté afin de renforcer la protection lors du transport des prélèvements biologiques. Les emballages utilisés pour le linge et le matériel souillé sont fermés, étanches, à usage unique ou nettoyés entre chaque rotation. Alors, conduite à tenir après accident avec exposition au sang. Immédiatement, après piqûre ou blessure, réaliser un lavage et une antisepsie de la plaie, 5 minutes. Après projection sur muqueuse, rincer abondamment à l'eau. Des indicateurs aux surveillances. Il existe une traçabilité du respect des normes d'hygiène et de bonne conduite en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Tous les ans, chaque établissement de santé doit obligatoirement publier ses scores pour 5 indicateurs reflétant son niveau d'engagement. Il s'agit des indicateurs. Des comités sont créés pour la vérification. Ces comités qui reflètent l'ensemble des moyens mis en œuvre pour lutter contre les infections nosocomiales. Le CALISO se concentre sur la lutte contre les infections nosocomiales au niveau du site opératoire. ISHA lutte sur l'utilisation de solutions hydroalcooliques par le personnel. À ce niveau, on pourrait même installer une caméra de surveillance. IKBMR sur la lutte contre les bactéries résistantes. IKTB sur le bon usage des antibiotiques dans l'établissement. Alors, est-ce qu'on pourrait éviter, en utilisant toutes les mesures de précaution, est-ce qu'on peut véritablement éviter les infections nosocomiales et les infections associées aux soins? La réponse est malheureusement non. Seule une infection sur 3 associée aux soins peut être évitée, même en appliquant strictement toutes les mesures de prévention. En effet, parmi les patients hospitalisés, nombre d'entre eux sont très sensibles aux infections. Il s'agit par exemple de personnes âgées, affaiblies, de patients dont les défenses sont fortement affaiblies, d'accord? Il s'agit des patients transplantés d'organes ou des patients qui suivent une chimiothérapie et les patients nécessitant des traitements de pathologies mettant leur vie en danger, par exemple les patients aux soins intensifs ou dans les sections néonatales. Alors, en conclusion, la clé de la prévention de ces infections passe donc par un meilleur contrôle de l'hygiène au cours des procédures ou des soins effectués chez les malades qui seuls devraient conduire à une réduction des coûts humains et économiques des infections nosocomiales et infections associées aux soins. Cependant, il convient de faire tout ce qui est possible pour éviter les infections associées aux soins. À cet égard, l'hygiène des mains est l'une des méthodes les plus efficaces. Par ailleurs, une attention particulière doit être portée à la surveillance des infections associées aux soins, de sorte que les épidémies éventuelles puissent être rapidement détectées et maîtrisées. En référence, je vous laisse quelques références bibliographiques. Nous voici au terme de cette présentation. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Vos questions, vos suggestions et vos apports sont les bienvenus. Je reste à votre entière disposition. Je vous remercie. Nous vous remercions également pour cette communication qui était très digeste et qui était très didactique aussi. Merci. Donc, nous allons passer à la deuxième partie de notre échange de ce matin. Ce sera la phase des questions et réponses. Et comme d'habitude,
Vous allez lever la main si vous avez n'importe quoi à dire, des interrogations, des partages d'expérience, des avis sur la question. C'est le moment de lever la main et la parole vous sera accordée afin de poser vos préoccupations. D'accord. Bonjour, Monsieur Justin Agamile. La parole est à vous. Ok, merci. Bonjour. J'espère que vous me captez. Oui, on arrive à vous entendre. D'accord. Merci beaucoup. Nous remercions le professeur pour un exposé si brillant. Vraiment, nous sommes très contents pour cet exposé. Ça nous a révélé beaucoup de choses. Et néanmoins, j'ai quelques zones d'ombre que je voulais que le professeur puisse me réexpliquer un peu. Ça, dans une parenthèse, il a parlé que l'infection urinaire, l'infection liée au cathéter, les escarres n'entrent pas dans la définition des infections associées aux soins. Je voulais que vous puissiez m'aider à expliquer cette partie, je n'ai pas bien compris. Et puis, une nuance sur les infections nosocomiales et les infections associées aux soins. Si tu peux me donner la nuance sur ces deux termes. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'étais pas clair. D'accord. Vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, Monsieur Justin? D'accord, merci beaucoup. Moi, c'est Justin. Je suis anesthésiste réanimateur en RDC à l'est du pays. D'accord. Merci beaucoup. Professeur, vous avez la parole. J'ai dit tantôt que les infections liées au cathéter ne rentrent pas directement en ligne de compte pour les infections liées aux soins. C'est vrai que si toutes les dispositions sont prises, ça ne rentre pas en ligne de compte parce que c'est beaucoup plus des bactéries commensales du patient qui s'y introduisent. Ce n'est pas des infections liées aux soins pratiqués. C'est pour ça que j'ai mis cette idée et je l'ai expliqué dans les diapos passés. Maintenant, par rapport aux nuances entre infections associées aux soins et infections nosocomiales, les infections nosocomiales constituent un sous-groupe des infections associées aux soins. Alors, les infections associées aux soins constituent un concept plus élargi. Et les infections nosocomiales sont des infections contractées nécessairement dans un centre de santé. Tandis que les infections associées aux soins prennent en compte également les soins en ambulatoire, les soins à domicile. D'accord? Et donc, voilà un peu la nuance entre les deux terminologies, mais qui s'imbriquent, mais voilà un peu la nuance. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Ok, merci beaucoup. De rien, Monsieur Justin. On va donner la parole à Monsieur Moussa Senoussi Moussa. Merci pour la parole accordée. Je vous en prie. Merci pour la parole accordée. Moi, c'est Moussa Senoussi depuis N'Djamena au Tchad. Ma préoccupation porte sur les mesures à prendre après projection de matériel souillé chez une personne suspecte porteur du VIH. Lors des soins ou en cas de manipulation de sang, s'il y a une projection de ce sang au niveau des muqueuses ou même si si une personne entre en contact avec un produit qui est suspect de contaminer du VIH, après, sur place, le professeur avait expliqué que nous allons, si c'est des muqueuses, on va rincer à l'eau et à l'eau physiologique. Mais qu'en est-il de l'utilisation des ARV après exposition au matériel supérieur? Parce qu'on voit dans certains contextes, on met aussi systématiquement la personne qui est victime de cet accident sous ARV pendant au moins 3 mois. Quelle est vraiment la place de l'utilisation de cet ARV de 3 mois? Merci. Oui, merci, Monsieur Moussa Senoussi. En cas d'accident d'exposition au sang, et en dehors du rinçage et des précautions standards,
Il faut avertir le service. Dans chaque hôpital, il y a un service qui est chargé de prendre en charge rapidement le personnel supposé infecté dans ces genres d'accidents. C'est-à-dire, on suppose que le patient infecté pourrait éventuellement infecter l'agent de santé. Alors, dans ce cas, il y a des structures qui sont installées dans tous les hôpitaux et qui prennent directement en charge. On met déjà sous ARV pendant déjà au bout de 2 heures à 4 heures, le médecin-chef chargé de ce service est informé et les dispositions sont prises. Et déjà entre 2 heures et 4 heures, la prise en charge est faite. Et maintenant, on prend également la peine de faire un prélèvement et d'aller faire un test déjà au laboratoire pour voir est-ce que la personne concernée ou l'agent concerné, l'agent de santé concerné, est-ce qu'il ne traînait pas déjà une pathologie sous-jacente, une HIV ou hépatite B ou hépatite C. Donc, on vérifie ça, mais on le met déjà sous traitement et on le suit. Donc, voilà globalement ce qui se fait. En dehors des précautions standards que nous connaissons et dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà les dispositions qui sont prises. Et ce service existe dans tous les hôpitaux. Merci. Merci à vous, professeur. Je pense que nous allons continuer avec la vague des questions. Je ne sais pas si... j'ai vu quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent du Burkina et du Niger qui ont écrit dans le chat. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire, peut-être des expériences à partager par rapport à la thématique du jour. Oui, docteur Nkonou, vous avez la parole. Docteur J.B. Nkonou, je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Oui, allô? Oui, docteur, bonjour. Bonjour, madame, vous m'entendez? Oui, on vous entend, même si difficilement. Ok. Alors, moi, je disais, je suis docteur Jean-Baptiste Nkonou. Je suis médecin infectiologue. Alors, avant d'aller à ma question, je voudrais quand même ajouter quelque chose à la réponse du professeur sur la question concernant la prise en charge des accidents d'exposition au sang. Alors, quand on reçoit une projection de sang ou d'un liquide biologique sur une muqueuse, comme l'a dit le professeur, il faut bien sûr laver abondamment. Et ensuite, en ce qui concerne la mise sous ARV, la préparation de l'intervenant, s'il y a possibilité de faire des prélèvements aux patients quand on a reçu le sang sur les muqueuses, pour vérifier si ce patient est infecté ou non par le VIH, l'hépatite B, c'est la première chose à faire. S'il y a cette possibilité, il faut faire ce test-là d'abord. Si le patient est infecté au VIH, alors d'emblée, le patient qui a reçu les projections sur ces muqueuses doit être mis sous traitement. Alors, si le patient est infecté par le VIH, s'il y a possibilité même d'avoir accès à son dossier de suivi et que ce patient est virologiquement contrôlé, alors il va falloir alors donner au patient personnel qui a reçu ces projections sur les muqueuses, les mêmes ARV, si possible, que le patient prend, s'il est virologiquement contrôlé. S'il n'est pas virologiquement contrôlé, on met le patient sous traitement ARV en prenant en compte aussi bien le VIH1 et le VIH2, et si possible également l'hépatite virale B, tout au moins. Donc, dans le traitement, les molécules qu'on va associer seront celles qui sont efficaces sur le VIH1, sur le VIH2 et également sur l'hépatite virale B. Alors, si on n'a pas la possibilité de faire le test au patient, alors d'emblée, le personnel sera mis sous traitement. Le traitement, habituellement, pour ce que je sais, dure
28 jours, un mois, donc rigoureusement 28 jours. Voilà, un peu ce que je voulais dire. Maintenant, pour venir à ma question, c'est par rapport aux infections sexuellement transmissibles en milieu hospitalier. Alors, quand le professeur avait parlé de ça, je n'avais pas vraiment vite vu l'intérêt ou la pertinence de cet aspect-là, mais en réfléchissant un peu plus, j'ai compris que même en milieu hospitalier, le risque que des relations sexuelles aient lieu n'est pas si faible que ça. Et je comprends alors que c'est seulement dans ce sens-là que le patient sensibilise au port du préservatif avant d'avoir ses rapports sexuels. Ça peut être entre personnel, mais c'est aussi possible que ce soit entre patients. C'est possible. Alors, la dernière chose que je vais dire avant de laisser la parole, ça concerne l'hygiène des mains. Alors, depuis quelques années, il est plus recommandé d'utiliser les produits hydroalcooliques pour l'hygiène des mains et seulement laver les mains quand les mains sont visiblement sales ou visiblement souillées, qu'il faut les laver d'abord avant de passer à l'usage de ces produits hydroalcooliques. Bon, le professeur en a parlé vraiment vers la fin et là, je lui dis merci. Alors, merci, madame. Je vous laisse la parole. Merci à vous aussi, docteur Mpono. Je ne sais pas si le professeur a des choses à rajouter à tout ce que le docteur Mpono a partagé avec nous. Merci. Alors, j'ai suivi avec attention le docteur Jean-Baptiste Mpono par rapport aux accidents d'exposition au sang. En fait, le docteur Moussa Sanoussi a parlé de patients HIV+. Et c'est pour ça que j'ai demandé. Je n'ai pas demandé de prélever déjà le patient pour faire des tests pour savoir s'il est HIV+, si c'est HIV 1 ou 2 ou bien HIV 1 et 2. Et donc, je suis passé directement à la prise en charge. Donc, c'est parce sa question est relative à un patient PV-VIH déjà. D'accord. Oui, j'adhère à tout ce que le docteur Jean-Baptiste Foucault nous vient de dire. Ce sont des apports et donc je le remercie pour ça. Merci à vous aussi. Je ne sais pas si il y a d'autres intervenants à ce stade. La question de l'hygiène hospitalière, je pense que c'est une question qui concerne tous les professionnels de santé. Absolument. Et il est super important que nous puissions comprendre cette thématique-là. Il y a un docteur je ne sais pas si c'est le PCHP Pro, qui a levé la main, à qui j'accorde la parole. Merci au docteur de se présenter et de nous dévoiler son identité. Le docteur qui a le PCHP Pro, je pense que c'est ça. Je ne sais pas si le docteur se reconnaît. Je pense que son micro est maintenant allumé. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Oui, je vais bien et chez vous? Ça va aussi. Merci de vous présenter, de partager avec nous vos Au contraire, à ce que vous dites, questions. je ne suis pas un docteur, mais je suis un infirmier diplômé d'État au Burkina Faso. D'accord. Voilà, j'avais quelques questions. C'est concernant au niveau de les mesures à prendre. Et le professeur a eu à parler de une paire de gants, un zeste, un patient. Et il y a aussi à ne pas, il ne faut pas désadapter les aiguilles avec les mains. Bon, j'avais une question, j'aimerais savoir, est-ce que, en ce moment, faut-il utiliser une seringue pour chaque produit à administrer pour éviter, en tout cas, de désadapter les seringues? Voilà. En plus de cela, j'avais une question au niveau des indicateurs. On dit que les infections urinaires représentent 30%. J'aimerais savoir qu'est-ce qui explique ce pourcentage pour les infections urinaires. Est-ce qu'il y a une explication à donner à ce niveau? Merci.
Merci à vous. Je pense que, professeur, la parole vous revient. Oui, merci, Pascaline. Alors, sa première question qui est relative il parlait de mesures. Est-ce que c'est des mesures d'exposition au sang? Est-ce que c'est des mesures d'exposition au sang? Sinon, j'ai Je pense suivi. qu'il parlait beaucoup plus des aiguilles que vous avez demandé de ne pas Ok. désadapter à la main. Je pense que c'est un peu ça. Oui, Je ne sais il pas faut. si, monsieur, j'ai bien dit votre question. Sinon, vous pouvez toujours reprendre. Bien. Alors, par rapport aux aiguilles, il ne faut pas récapitulationner. Parce que c'est au moment de récapitulationner et l'aiguille, vous avez déjà utilisé la seringue et l'aiguille est adaptée à la seringue. Au moment de récapitulationner, c'est à ce moment qu'on se pique parce qu'il suffit d'être un peu distrait ou un collègue qui vous parle à côté et puis tout de suite, vous allez vous faire piquer. Puisque ça renferme déjà un liquide biologique, c'est un geste à proscrire obligatoirement. Donc, il ne faut pas récapitulationner. Ce qu'il faut faire, il y a des boîtes qui sont adaptées à ça et en faisant les soins, les boîtes doivent être à côté. Vous avez au moins une boîte à côté et dès que vous finissez les soins, vous jetez l'aiguille et le capuchon aussi dans la boîte. Et cette boîte-là sera incinérée. Donc, ça va être collecté. Déjà, l'insigne, le logo que porte la boîte, ceux qui doivent faire la collection savent que ça, c'est des produits extrêmement dangereux. Donc, ce n'est pas à ouvrir et à prendre avec soin et à envoyer vers le service de la gestion des déchets biomédicaux. Et c'est là que ça va être incinéré. Et donc, même les aiguilles, à une certaine température, deviennent liquides. Le métal fond et devient liquide. Alors, par rapport au seringue, je crois comprendre que si c'est pour le même patient et qu'il n'est pas nécessaire de changer, vous pouvez utiliser la même seringue même, pas pour un autre patient. Dès que vous finissez avec, vous jetez. Si le produit que vous voulez utiliser ne va pas être en antagonisme avec le produit précédent, oui, mais si c'est le cas, ce n'est pas la peine, il vaut mieux changer. Parce que la vie du patient par rapport au coût de la seringue, ce n'est pas comparable. Par rapport aux infections urinaires, les infections urinaires occupent la grande partie, 30%, tout simplement parce que tous les patients utilisent les mêmes sanitaires. Et la fréquence de nettoyage des sanitaires est telle que des patients, c'est-à-dire des personnes malades qui sont venues à l'hôpital pour retrouver la santé, donc fragiles, vulnérables, s'infectent déjà au niveau des toilettes. Et c'est ce qui fait que les toilettes étant beaucoup plus en communication avec l'appareil génital, donc c'est ce qui fait que l'infection est très élevée à ce niveau. D'où la nécessité pour prévention, il faut que le nettoyage soit régulier. S'il faut faire des nettoyages entre 6 heures et 10 heures et reprendre entre 10 heures et 14 heures, ainsi de suite, il faut l'organiser pour que les patients ne soient pas infectés. Et mieux, lors de ma présentation, j'ai dit qu'il ne faut pas utiliser, le personnel ne doit pas utiliser les mêmes toilettes que les patients. Donc, ça là également, nous devons insister là-dessus. Et ça, c'est le rôle de l'administration de faire en sorte que le personnel soignant doit avoir ses toilettes à part et les patients également à part. Et veiller régulièrement à ça. Et ça doit être respecté. Je vous remercie. Je vous remercie aussi. Il y a, je pense, monsieur qui a le téléphone yoga 260. Vous avez la parole. Okay. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je me nomme Ouedraogo Isaka. Je suis infirmier au Burkina Faso. Donc, j'aimerais
intervenir et partager l'expérience par rapport à la gestion vraiment des décès. Parce que moi, je travaille dans les services de vaccination. Je suis responsable de vaccination au niveau district. Je sais qu'à notre niveau, pour ce qui est en tout cas de la gestion des décès, on utilise une boîte de sécurité de 5 litres pour 100 seringues. Mais au niveau des services de soins, je vois que les premiers responsables ou bien les responsables de la pharmacie n'ont pas le réflexe de commander les boîtes de sécurité avec les seringues. Nous voyons dans nos services que les gens utilisent au lieu que la pharmacie commande des boîtes de sécurité pour pouvoir éliminer convenablement les seringues. Ces boîtes de sécurité ne sont pas commandées. On voit que dans les services, régulièrement on utilise des seringues, mais au lieu qu'on puisse avoir des boîtes de sécurité pour éliminer, c'est dans des bidons. Ou bien souvent, ils viennent au niveau du service de la vaccination pour solliciter. Or que nous commandons les boîtes de sécurité en fonction des seringues. Donc, c'est ici pour interpeller les responsables de la pharmacie dans nos différents pays, que ce soit ces commandes puissent être même au niveau national, au niveau régional et au niveau district, que ces commandes puissent se suivre. Parce que tant qu'il n'y a pas des outils pour pouvoir éliminer convenablement les boîtes de sécurité, nous, personnels, serons exposés et nous allons exposer aussi les patients. En tout cas, au niveau du service de vaccination, pour chaque 100 seringues, on utilise une boîte de sécurité. Donc, en tout cas, la gestion des décès est efficace et on arrive à éliminer convenablement avec des incinérateurs. Mais au niveau des services de soins, habituellement, beaucoup n'ont pas de boîte de sécurité pour pouvoir éliminer les seringues convenablement. Donc, c'est l'expérience que je voulais partager et attirer surtout les responsables pharmacie à songer à commander les outils pour pouvoir éliminer convenablement les boîtes de sécurité. Merci vraiment pour ça. Merci vraiment à vous pour ce partage. Nous allons accorder la parole à Monsieur Idrissa. Bonjour. Bonjour, Monsieur Je me Idrissa. nomme Sori Idrissa. Je suis infirmier d'état nutritionniste à l'hôpital Sanou Sourou de Bobo-Dioulasso. Je fais un constat. Contrairement à ce que nous utilisons, nous savons tous qu'à l'hôpital, nous utilisons les pains. Par contre, dans les cliniques de la place et les cabinets de soins, ils utilisent des bidons. Souvent, c'est des bidons de 20 litres, 5 litres pour éliminer les aiguilles. Est-ce que ces bidons sont adaptés? Je vous remercie. Je remercie le professeur pour la présentation et Dr Pascal. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Allô? Idrissa. Oui, on vous reçoit. Merci. J'ai fini. Merci. Merci, Monsieur Idrissa. Je pense que je vais donner la parole au professeur pour répondre à votre préoccupation. Merci. Merci bien. Alors, les bidons de 5 litres sont adaptés à la collecte des seringues usagées. Par contre, les bidons de 20 litres ne sont pas adaptés. Mais pourquoi? Alors, le temps que les 20 litres vont être remplis avant d'être incinérés, déjà, les seringues, puisqu'il y a eu du liquide biologique, ça va rentrer en putréfaction. Parce qu'il y a du liquide, à moins que ce soit déjà dans le bidon, qu'il y ait déjà de désinfectant ou bien de l'eau de javel pour détruire tous les micro-organismes. Dans ce cas, on pourrait utiliser les bidons de 20 litres. Sinon, les bidons de 5 litres sont déjà acceptables et à ce niveau, on pourra les changer périodiquement et ne pas laisser traîner pendant un moment. Donc, peut-être journalièrement, ça va être incinéré et on va renouveler. Mais si s'avérait que les bidons de 5 litres aussi sont coûteux, alors utilisez carrément des boîtes de sécurité pour l'élimination des seringues usagées. Et là, vous allez vous adresser au pharmacien de votre hôpital pour la fourniture. Faites la demande et il va vous fournir les boîtes de sécurité pour l'élimination des seringues usagées. Je vous remercie. Merci à vous, professeur. Je pense que je vais donner la parole à Monsieur Ebangela Ebatetu. Je suis désolée si j'ai peut-être mal prononcé votre prénom. Non, vous savez quand même assez bien prononcer. Bonjour à tous. Merci.
Bonjour. Je suis le docteur Ebatutu Ebengela, je suis médecin du travail. Je travaille dans une clinique d'entreprise. Donc, l'expérience que je souhaiterais partager, c'est que bon, je travaille dans une clinique d'entreprise, donc en matière de gestion hospitalière ou de gestion des déchets, c'est quand même assez bien fait en termes de boîtes, en termes de contenants pour les produits liquides. Le système est quand même assez bien outillé, d'autant plus qu'on a des audits externes de la part de ISO 14001 pour la gestion de l'environnement. Donc, on fait quand même assez attention à ce que l'hygiène soit bien faite. Cependant, j'ai une préoccupation. Je souhaiterais un peu poser la question au professeur, savoir un peu plus que la gestion des déchets, notamment des acérines, coûte excessivement cher, et une très bonne partie est représentée par les pots des examens des sels du laboratoire et les pots des examens des sueurs. Donc, moi, je souhaiterais savoir, est-ce que les sels et les urines sont vraiment réellement considérés comme étant des acérines, ou on peut les mettre dans le circuit des déchets qui peuvent être peut-être dangereux, mais pas traités comme d'acérines. Merci. Oui. Professeur, vous avez la parole. OK, merci Pascaline. Eh bien, il demande si le docteur Ebongela demande si les urines et les sels doivent être éliminés comme des déchets naturels ou bien si on doit considérer comme des déchets biologiques dangereux. Bon. Alors, vous savez, en Afrique, personne ne vient à l'hôpital parce que, bon, il jouit d'une excellente santé ou il pense qu'il est en bonne santé. Mais les patients viennent souvent à l'hôpital parce qu'il y a un problème. Et du fait qu'ils viennent parce qu'il y a un problème, nous allons considérer tous les liquides biologiques comme des liquides susceptibles de contaminer, susceptibles d'infecter ou d'infester. D'accord? Et par conséquent, ça va être éliminé comme liquide biologique dangereux. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui aimeraient intervenir encore. Moi, j'ai une petite question à l'endroit du professeur. Oui, allez-y, je vous écoute. J'aimerais bien savoir, vous aviez dit, malgré le respect de toutes ces règles, en fait, on ne pourra pas éliminer à 100% les infections nosocomiales. Oui. Déjà, dans nos pays, il y a déjà un manque parfois de matériel qui fait que le personnel soignant n'arrive pas forcément à respecter d'abord toutes ces règles-là. Et voilà que même si respecté, on ne va jamais atteindre les 100%. Alors, face au système de santé africain, qu'est-ce que vous nous conseillez en tant que professionnels de santé? Qu'est-ce que nous devons impérativement faire pour assurer une bonne hygiène au sein des hôpitaux où on travaille? Je sais que c'est une question assez épineuse, Oui. mais je pense que vous pourrez y répondre. Merci. Tout à fait. Merci Pascaline. C'est une question pertinente. Alors, on ne pourra pas, quelles que soient les précautions, nous n'allons pas pouvoir régler définitivement des questions liées aux infections associées aux soins et un jour aller nous asseoir et croiser les bras pour dire bon, on a gagné, c'est fini. En fait, c'est comme le mirage. Dès qu'on a atteint un niveau de satisfaction, il y a un autre niveau de satisfaction qui nous attend un peu plus loin. Et ainsi de suite, nous allons évoluer. Donc, il n'y a pas à dire, bon, on a respecté toutes les conditions et maintenant là, on devrait avoir 100% de satisfaction, c'est-à-dire zéro infection nosocomiale, zéro infection associée aux soins. Ce ne serait pas le cas. Ce ne serait pas le cas parce que chaque patient est différent et chaque patient vient avec un problème spécifique. Et
Les patients, ils sont vulnérables et donc ils rentrent dans un milieu, dans une collectivité restreinte où il y a les germes qui sont là, qui sont présents, qui les attendent. Et c'est nous-mêmes qui avions sélectionné des mutants résistants aux antibiotiques. J'ai parlé tout à l'heure de la potabilité de l'eau, mais également des eaux usées. Ces eaux usées sont rejetées dans notre environnement, c'est-à-dire dans l'environnement hospitalier. Mais ces eaux usées qui sont dans cet environnement constituent déjà également un réservoir qui vont permettre d'infecter, qui vont participer à l'infection des usagers de nos hôpitaux. Donc, d'où la nécessité de traiter les eaux usées aussi. Et donc, dans cet environnement-là où, après une intervention chirurgicale, des gens, il sort des soins intensifs, il est en salle, mais il continue de faire ses pansements. Mais il y a des gens qui viennent de la ville, qui viennent visiter. Nous sommes en Afrique, vous n'allez pas pouvoir interdire ça. Et on n'a pas les moyens pour être à son chevet à tout moment pour tout ce dont il a besoin. Et donc, ces visites-là aussi apportent des germes exogènes qui vont participer à l'infection du patient sans qu'on le sache. Et donc, il n'y a pas à dire, en respectant, voilà les conditions. Si on respecte toutes ces conditions, voilà, on a gagné, youpi, on n'aura plus d'infection associée aux soins. Ce ne serait pas possible. Mais nous allons travailler à réduire vraiment dans l'ordre de 0,% les infections associées aux soins. Et toutes les fois que nous allons nous mettre ensemble, nous allons collaborer, nous allons nous battre pour aller de l'avant dedans, nous allons atteindre des objectifs souhaités. Mais dire qu'il y aura un jour où on n'aura plus d'infections, infections associées aux soins, ce ne serait pas possible. C'est comme en 1889, à la découverte de la pénicilline, et là où à l'avènement des antibiotiques, ou à la naissance de l'antiseptique, on aurait cru que, bon, maintenant là, on a fini avec les microbes, on a fini avec les germes, on n'en aura plus, mais vous avez vu, depuis ce temps, le sujet est encore d'actualité. C'est la preuve qu'on ne va jamais finir avec. On a travaillé à réduire ça, mais on ne peut pas dire qu'on va finir avec. Et c'est pourquoi, c'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes en train de faire cette formation. Et je vous en remercie au passage. Merci beaucoup, professeur. Je pense qu'il y a M. Justin Agamile qui est là. Je pense qu'il a quelque chose à dire. Monsieur Justin, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup pour m'avoir réaccordé encore la parole. Je voulais encore déranger un peu le professeur pour une inquiétude. En rapport avec une infection post-opératoire, je voulais s'il pouvait m'aider un peu pour la place d'une antibioprophylaxie à post-opératoire, je dire bien. Si tu peux m'aider un peu pour parler de ces cas, s'il y a et tant, s'il faut donner ça avant l'intervention, opère ou bien post-opératoire, juste une antibiotique, une antibioprophylaxie. Je ne sais pas s'il peut me parler peut-être de la place de cet aspect pour prévenir cette infection post-opératoire, bien sûr. Voilà, c'est ça la préoccupation. Je ne sais pas si on m'a bien capté. Oui, j'ai suivi avec attention. Alors, docteur Justin Agamile, par rapport aux interventions chirurgicales, ça dépendra du patient. Si vous recevez, par exemple, un accident de la voie publique, vous n'allez pas pouvoir faire une antibiothérapie en pré-opératoire, puisque c'est une urgence. Et donc, vous allez peut-être faire ça en père-opératoire et ensuite continuer en post-opératoire. Mais lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée, je crois qu'il y a dans la préparation du patient, vous allez inclure déjà une antibiothérapie pré-opératoire. Voilà ce que je vais vous dire par rapport à cette préoccupation. Et donc, il faut prendre les deux cas.
un accidenté de la voie publique, vous n'allez pas pouvoir utiliser et faire une antibiothérapie en préopératoire, mais par contre, vous êtes obligé de faire un péropératoire selon la gravité et en post-opératoire quand à la fin de l'intervention. Par contre, lorsqu'il s'agit de patients programmés pour suivre une intervention, vous devez absolument faire ça en pré-opératoire. Je vous remercie. Merci, professeur, même si la question ne révélait pas de l'hygiène hospitalière. Mais je vous ai laissé quand même répondre. Merci beaucoup à vous. Je vais dire merci pour être passé ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour tout ce que vous nous avez enseigné sur l'hygiène hospitalière ce matin. Nous sommes très reconnaissants et nous espérons vous avoir très bientôt sur plein d'autres thèmes ayant rapport avec votre domaine d'expertise. Merci bien. Donc, sans plus tarder, je vais parler un peu de la procédure d'obtention des certifications. La procédure sera bel et bien envoyée dans la discussion par mon confrère Rosario. Voilà. Je pense qu'il vient de l'envoyer. Et donc, pour l'avoir, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de taper Prema Learning si vous n'arrivez pas à toucher le lien. Et vous aurez le webinaire d'aujourd'hui. Et il y a le bouton cliquer sur obtenir une attestation. Okay. Et grâce à l'obtention de l'attestation, pour l'obtenir justement, il faudrait que vous puissiez réussir le test qui est un questionnaire d'évaluation. Dès que vous réussissez à 60%, vous aurez droit en fait à cette attestation. Les modalités vous seront communiquées. Si vous avez n'importe quelle préoccupation, vous pouviez nous écrire via notre numéro WhatsApp qui est également dans la discussion. Je pense que je vais laisser encore une fois la parole au professeur pour clôturer la séance avant que je ne puisse annoncer le webinaire du samedi prochain. Merci, Dr. Pascaline Passino. Et ça a été un plaisir d'être à votre compagnie ce matin et pour partager ce thème-là avec vous. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un contact pour des échanges de donner et du recevoir. Moi également, j'ai appris beaucoup en échangeant avec vous et tout. Je crois que c'est bien. Et ce serait un plaisir pour moi de participer également à d'autres ateliers de formation REMA. Je vous remercie et je remercie tous les participants qui ont sacrifié un peu de leur temps pour être avec nous ce matin. À très bientôt. Merci bien.